Oui, chers collègues, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Bien Bienvenue. sûr, j'aurais à répéter beaucoup de choses que mes collègues ont également dit. Je pars d'un constat paradoxal. Si L'Union européenne n'a jamais autant parlé d'autonomie stratégique qu'au moment où il devient de plus en plus difficile de définir en réalité une stratégie européenne commune, même face aux soubresauts du monde actuel. Nous sommes figés dans une sorte de torpeur, nous Européens, une attitude de déni face au retour de la guerre. L'autonomie stratégique qui est prêchée par le président Macron a longtemps été redoutée ou éludée. Elle semblait heurter des cultures stratégiques nationales. Il y avait les garanties américaines, la retenue militaire, ou les priorités données au marché, aux normes, à la stabilité économique. Mais d'un côté et de l'autre, Trump et Poutine ont rendu cette question incontournable, l'un rendant incertaine la protection américaine, l'autre en rappelant que la guerre, l'énergie, les frontières et les empires n'appartiennent pas au passé. Euh, Bien sûr, cette autonomie ne se construira probablement pas contre le temps, mais espérons par une européanisation progressive de la charge militaire. Euh, D'ailleurs, on parle beaucoup d'autonomie en termes de capacité, qu'elle soit militaire, industrielle, énergétique, technologique ou même diplomatique. Euh, Pourtant, un préalable fondamental est négligé. C'est sur ça que je voudrais attirer l'attention aujourd'hui. Pour agir stratégiquement, il ne suffit pas d'avoir des instruments, il faut disposer d'une carte, c'est-à-dire d'une représentation partagée du monde, de ses dangers, des hiérarchies, des priorités. Il faut savoir définir un espace stratégique. Qu'est-ce qu'est le voisinage? Qu'est-ce que la périphérie de l'Europe, la frontière avancée, les intérêts vitaux, et savoir aussi qui parle. Lorsqu'on parle d'Europe, bien sûr, est-ce qu'on parle de l'UE en tant qu'institution, les États membres, peut-être des groupes d'États membres, c'est-à-dire des coalitions, l'OTAN ou l'Occident. Euh, pour revenir à la carte, comment ne pas citer Baudelaire, donc pour l'enfant amoureux des cartes, l'univers est égal à son vaste appétit. Une carte n'est jamais un espace seulement représenté, elle est aussi le désir de celui qui la regarde. Or, l'Europe contemporaine ne semble pas être animée par un tel appétit. Elle regarde ses marges moins avec désir de conquête qu'avec inquiétude, prudence et souci de préservation. Une vision géopolitique ne se limite pas à une carte, elle inclut une téléologie, pas une théologie, hein, une téléologie, une idée de la direction à prendre et de la finalité politique. Elle répond non seulement à la question où sommes-nous, mais vers quoi voulons-nous aller. En d'autres termes, l'Europe comme ensemble manque aujourd'hui à la fois d'une culture géopolitique et d'une téléologie commune. Donc les crises qu'on traverse révèlent des différences anciennes sous une homogénéité de surface. Le deuil de projets communs, l'empire, le fédéralisme, laisse cependant la possibilité d'un maintien de la paix dans la pluralité, ce qui a d'ailleurs été euh, déjà dit aujourd'hui. J'examinerai cette question à travers le Caucase du Sud, en particulier le dernier sommet européen d'Erevan et de la crise iranienne, bien entendu, qui révèle non seulement les limites matérielles, on peut dire, de l'autonomie stratégique européenne, mais surtout d'une absence de vision géopolitique commune. L'Europe veut agir comme puissance sans toujours savoir si elle se pense comme une union, un ensemble de nations, une partie de l'Occident, euh, un acteur euro-atlantique ou un petit continent qui préserve son identité dans un monde multipolaire. Euh, dans la perspective de la géopolitique critique de Gérard Toll, la géopolitique est avant tout une pratique culturelle. Elle charge territoire, frontières, corridors de signification politique, la sécurité, la vulnérabilité,
les menaces, les missions. Il faut distinguer l'ordre géopolitique qui a été longtemps structuré par la puissance américaine, l'OTAN, la mondialisation libérale, la condition géopolitique transformée aujourd'hui par la Chine, la guerre en Ukraine, l'énergie, le Moyen-Orient, et finalement les cultures géopolitiques, l'objet de mon intervention, qui produisent des visions concurrentes toujours porteuse d'une téléologie. Appliquée, pour revenir au président Macron, l'autonomie stratégique forme une vision cohérente, mais complètement européanisée. C'est-à-dire le sujet géopolitique, selon Emmanuel Macron, c'est l'Europe elle-même, conçue, comme je le cite, un continent-monde. Hein, c'est la formule employée dans le discours de la Sorbonne en avril 2024. Une ambition claire. L'Europe ne doit plus être simplement un bout d'Occident, mais un acteur global porteur de son propre universalisme, capable de penser les grands équilibres de la planète, nouer des partenariats équilibrés avec tous les continents. Donc, c'est ni un super État fédéral, ni simple marché. Donc, une puissance civilisationnelle humaniste qui doit redevenir sujet de l'histoire. Donc, on a quitté résolument la post-histoire, on est dans la post-histoire ou retour à l'histoire. La théologie est celle de la survie aujourd'hui et de la renaissance, passer du statut de protectorat stratégique américain à celui d'une puissance souveraine, autonome, dans un monde multipolaire. Donc, l'incertitude, cependant, du président Macron ne porte pas seulement sur la carte européenne, elle porte aussi sur le regard qu'il a produit, hein, sur le sujet qui dit nous et sur l'usage stratégique de ce que ce nous prétend croire faire de la carte. Ainsi, son sujet géopolitique serait l'Europe, sa carte un monde multipolaire. Le constat semble avoir été intégré, qu'on est dans un monde multipolaire. La rivalité sino-américaine, retour de la guerre, compétition pour les ressources. Ai-je besoin de rappeler tout ça? Mais il faut cependant constater que ce sujet collectif n'existe pas pleinement. L'Europe n'est pas un État. Ses membres ne partagent pas une même mémoire historique, ni la même hiérarchie, on peut dire, de menaces, ni finalité stratégique identique. On a cité tout à l'heure l'Espagne, effectivement, l'Espagne très loin, même vis-à-vis de l'Ukraine, qui est bon, un conflit bien plus important pour l'Europe, bien plus proche. Néanmoins, bon, un pays, par exemple, comme l'Espagne, le Portugal, bon, ils sont très éloignés. Donc, euh, euh, la tension entre communauté de nations et puissance européenne n'est pas entièrement résolue. Elle reste, on peut dire, fragmentaire. On peut dire que la difficulté n'est pas seulement la carte, mais aussi le sujet qui la pense ou la contemple. Lorsque le président Macron dit l'Europe, qui parle exactement? Est-ce que c'est l'Union européenne, les États membres? Donc ça, c'est une question. Euh, L'Europe, l'UE reste traversée par des histoires divergentes. Vous avez des anciennes puissances impériales en déclin relatif, anciennes terres d'empire, en Europe centrale notamment, des États dominés, des nations tournées vers la Méditerranée, la Russie, l'Atlantique ou l'espace baltique. Euh, les routes maritimes, les migrations, des imaginaires transversaux, l'Occident, l'idée européenne, la mémoire chrétienne ou humaniste, défense de certaines normes existent, mais ne suffisent pas à forger une stratégie commune. Donc la carte, c'est pas seulement ce qui est regardé, c'est aussi celui qui regarde, je rappelle. En géopolitique, un même espace n'a pas la même taille selon celui qui le regarde.
Le Caucase peut être périphérique pour Bruxelles, vital pour Erevan, bien sûr, frontière sensible pour Téhéran, continuité du monde turcique pour Ankara, un ancien espace impérial pour Moscou. Euh, grâce à la carte, on peut effectivement nommer, hiérarchiser, justifier, sécuriser des espaces. Euh, donc, la crise iranienne a agi, c'est mon idée, comme un révélateur effectivement, on a tout à l'heure mon collègue a tout à l'heure évoqué sur le rôle stabilisateur de l'Union européenne. Effectivement, l'UE prône la désescalade, le droit international. Euh, dans les faits aussi, les lectures divergent. Les, on a les pays d'Europe centrale et orientale, les Pays-Bas, bien entendu la Pologne, qui a parfois une lecture atlantique et sécuritaire, mais qui est marquée par l'expérience historique de vulnérabilité, d'occupation. C'est un atlantisme, mais qui n'est pas un alignement nécessairement sur Washington. C'est plutôt une culture de petits États, petits et moyens États qui ont fait l'expérience de la vulnérabilité historique, de l'occupation, de la domination impériale ou de l'effacement. Donc leur téléologie n'est pas le retour à la puissance, c'est la préservation de la souveraineté nationale. Donc il ne s'agit pas pour eux nécessairement de rêver de revenir à la grandeur, comme peut-être c'est le cas pour la France ou le Royaume-Uni. Euh, euh, oui, il y a bien sûr aussi une culture économico-stratégique qui voit l'Iran comme risque pour les flux, le commerce, la stabilité économique. Euh, il y a aussi bien sûr une approche diplomatique multilatérale, on peut dire une culture normative humanitaire. Euh, Toutes ces cultures ne sont pas incompatibles, mais ils produisent des cartes et des priorités différentes. Elles ne hiérarchisent pas nécessairement les menaces de la même façon. On perçoit par exemple la Russie ou les États-Unis depuis le même lieu mental. Le sociologue britannique Anthony Smith, grand spécialiste du nationalisme, permet de préciser le point sur l'identité européenne. L'Europe ne peut être pensée comme une nation en formation, ni comme une culture homogène. Les identités nationales restent anciennes, enracinées. Ça ne signifie pas qu'elles soient vides de contenu, mais pour la formule de Smith, c'est une famille de cultures le concept à Wittgenstein, donc ère de famille, fait de traditions partiellement partagées et de ressemblances croisées, que ce soit juridiques, politiques, religieuses, humanistes, parlementaires, même philosophiques. Donc l'enjeu n'est pas de produire une identité européenne exclusive, qui serait peut-être pour certains une solution, ni une cause commune impériale, mais une grammaire minimale permettant l'action sans abolir la pluralité. Je pense que ça a été dit d'ailleurs dans certaines interventions. Euh, euh, une carte commune ne suppose pas une pensée unique. Nous, à l'Académie géopolitique, on n'aime pas les pensées uniques, mais quelques prérequis, peut-être un diagnostic déjà de l'ordre post-unipolaire. Où sommes-nous? Quelle est la situation? Une estimation lucide de ce que c'est la situation actuelle, une hiérarchie explicite de menaces, une clarification de l'acteur stratégique et géopolitique, une doctrine des marges. Donc l'Europe doit admettre qu'elle n'est plus le centre évident du monde. Elle peut fonder une politique plus réaliste, préserver les sociétés européennes, éviter les dépendances excessives, distinguer les intérêts vitaux des préférences idéologiques, donc peut-être ouverture à un dialogue avec la Russie, mais aussi sur l'Iran. C'est là où le Caucase, et c'est mon dernier point, qui devient central. On peut d'ailleurs se poser la question, le Caucase est-il l'Europe? Cette question révèle de l'imaginaire géopolitique. Des questions sont différentes.
peut comparer cette question à même avec Israël. Pour certains, Israël est de culture européenne, pour d'autres, il appartient au Moyen-Orient, voire euh, euh, autre chose. Pour la Russie, pour revenir au Caucase, c'est un espace post-impérial. Pour la Turquie, une porte vers le mont Turcique. Pour l'Iran, c'est une frontière nord sensible. Et pour l'Union européenne, un voisinage ambigu, oriental, énergétique, un corridor vers l'Asie centrale, zone de contention avec la Russie. Donc l'Arménie, d'ailleurs, illustre bien cette ambiguïté. C'est un petit État vulnérable, peut-être à l'image de l'Europe elle-même, cause civilisationnelle, dossier de voisinage ou au risque d'extension du conflit. Donc le sommet d'Erevan lui a conféré une certaine visibilité. Donc l'Europe, d'après les déclarations officielles que je cite, elle soutient la souveraineté, la résilience, la connectivité. Donc elle avance un peu où la Russie recule aussi. Euh, donc se pose la question de l'appartenance de l'Arménie à l'espace politique européen. Euh, donc la question ici téléologique revient, elle reste ouverte. Est-ce que soutenir l'Arménie, stabiliser une marge, soutenir un petit État, contenir la Russie, par exemple, ouvrir des corridors ou signaler une présence à l'Iran. Donc, toutes ces finalités ne coïncident nécessairement pas. L'UE agit avec ses outils habituels, là aussi, les déclarations officielles, partenariat, financement, observation civile, résilience, dans une zone grise. Euh, donc, il ne s'agit pas de remplacer ni la Russie ni l'OTAN comme garant sécuritaire. Euh, En plus, nous avons la question des corridors. Elle n'est pas neutre. Ils redessinent eux aussi dépendance et influence. Route nord-sud, Nakhichevan, unique caspienne. Vue de Bruxelles, la présence européenne est stabilisatrice, ou en tout cas, euh, elle, euh, permet d'empêcher une escalade. Mais vue de Téhéran, la question est comment est-ce qu'elle est vue de Téhéran? Est-ce qu'une façade civile d'une progression, disons, euro-atlantique vers sa frontière nord, un sort d'encerclement doux via les normes, les routes, les alliances, ou bien au contraire, bon, une manière de se différencier, de se distancier des États-Unis. Euh, une Europe qui se perçoit comme puissance civile peut être vue par d'autres comme une puissance géopolitique, même sans les moyens militaires correspondants. Euh, euh, donc, pour conclure, est-ce qu'une autonomie sans carte est-elle possible? La réponse est nuancée. Oui, l'Europe peut agir, selon moi, sans carte unique. Elle le fait déjà. Hein, bon, elle observe, elle finance, elle soutient. Donc on voit, mais elle agit souvent de manière partielle, fragmentée, parfois ambiguë. Le sommet d'Erevan est un bon exemple. L'Europe est bien apparue, il y a une visibilité de ce sommet, mais on ne sait pas toujours dire pourquoi elle y est. Donc, pour autant, il ne faut pas tirer de ce constat une conclusion impériale. L'Europe n'a pas vocation à devenir un bloc homogène, ni à imiter les grandes puissances continentales. Son autonomie stratégique ne peut pas reposer sur une identité exclusive ou sur une cause commune imposée. Elle doit tenir à sa pluralité. Elle peut agir sans devenir un empire. Elle doit même éviter cette tentation. La suggestion, la comparaison avec l'ASEAN de mon collègue Drevski est intéressante. Comme le suggère Smith, sa cohérence ne peut pas venir d'une identité homogène ou d'un mythe exclusif, mais d'un air de famille, un ensemble de traditions, même de vulnérabilité partagée. L'autonomie stratégique européenne ne doit pas être pensée comme l'unification forcée, disons, de vision géopolitique, mais comme une sorte de capacité d'agir à partir d'une pluralité assumée
C'est peut-être là les difficultés européennes, d'être capable d'agir sans renoncer à la pluralité, euh, sans transformer l'Europe en empire. Je vous